Donc, dans la dernière vidéo, on avait terminé là-dessus, là, sur l'optocoupleur. Donc, un optocoupleur, c'est vraiment comme une diode, une DEL, avec un phototransistor. Puis ça, c'est souvent dans les modules d'entrée-sortie d'un système automatisé. Euh, Pas toujours, mais souvent, il y a ça. On peut en rajouter. Souvent, il y a des modules qu'on peut rajouter pour avoir des optocoupleurs de protection. Donc, mais tout ça pour dire que l'unité d'entrée-sortie des automates programmables produit habituellement des impulsions numériques de 24 volts pour les modules numériques, puis de moins 10 à 10 volts ou de 4 à 20 milli pour les modules analogiques. OK? Ça, c'est pour les automates. Ça, c'est le standard des automates. Par contre, avec des transistors, des triacs ou des relais, il est possible de changer ces valeurs-là pour les adapter. Donc, alors on utilise parfois des tensions de 5 volts, 48, 110, 240 volts DC. Ou on peut aussi avoir du 110 volts AC ou du 240 AC. Ce qui va se passer, c'est que c'est des modules dans lesquels on encapsule des transfos puis des redresseurs. Puis là, bon, on redresse directement, mais aussitôt qu'il passe du signal, une fois qu'il est redressé, ça donne une tension de, je sais pas trop, de 100, tu sais, du 110 volts, là, il sort, il n'y a pas de transfo. C'est le seul transfo. En fait, c'est pas un transfo, c'est un redresseur. Il y a juste un redressement de fait. Fait qu'on va avoir du 100 quelques volts, 190 volts, quasi DC, là, ça sautille, là, mais fait qu'aussitôt qu'il y a une tension aussi élevée que ça fait, ça lève un flag, c'est un 1. Puis s'il n'y a pas de tension, c'est 0. OK? Donc, ça peut arriver qu'on utilise des choses comme ça dans le monde d'automatisation pour voir s'il y a un signal ou s'il n'y a pas de signal. Au lieu d'utiliser des 5 volts, on est directement avec l'alimentation. Okay? Parce qu'on utilise des relais. Fait que si le relais est commuté, ben, il passe du courant, puis là, ben, ça te permet de détecter s'il y a du courant qui passe, ainsi de suite. Euh, donc, les entrées-sorties des automates et des automates qui ont des modules qui servent à faire ça. Okay? Pour National Instruments, oui, il existe aussi des modules comme ça. On va voir comment c'est modularisé, ces choses-là. Comment c'est des modules qu'on vient brancher à l'intérieur des Compact Rio, par exemple. Il existe de toutes sortes de modules. C'est impressionnant. Il faut vraiment magasiner en fonction des besoins qu'on a. C'est ça. En termes simples, il est nécessaire de bien lire les spécifications des modules d'entrée et de sortie avant de les utiliser. Avant même de les acheter, même. Okay? Les bus de communication interne. Il existe plusieurs bus de communication à l'interne du processeur. Puis dans ces bus-là, il y a souvent des bus de communication plus standards. Il y a le bus système, qui est le bus de données. C'est là que toutes les données utiles, une donnée d'un registre, tu veux écrire une variable égale 6, mettons, A égale 6. Mais ça, c'est une donnée. Une donnée, c'est pas une instruction. Pourtant, ça se stocke dans une mémoire, les deux se stockent dans une mémoire. Mais une donnée, c'est une valeur qui est utile dans le programme, alors qu'une instruction, c'est le programme. C'est pas pareil, hein? Donc, une donnée qui provient d'un processeur, une donnée qui provient d'un périphérique ou de la mémoire de données, ça passe par le bus système. Par contre, si on utilise un bus de programme, le bus de programme va avoir uniquement le programme, les instructions une par une. OK? Habituellement, quand on a les deux, dans le cas d'une architecture Harvard, donc comme on a, je remonte un peu plus haut, ici, vous avez le bus de données ou le bus système, c'est lui. Ça, c'est le bus de programme. OK? Le bus de programme, c'est le bus qui
qui communique avec la mémoire de programme. Le bus de données ou le bus système, c'est le bus qui communique avec tout le reste. OK? Tout passe, à part le programme, là, tout passe dans ce bus-là. OK? Les autres bus et protocoles de communication, il existe tellement une panoplie, une foule de choses différentes au niveau de la communication externe ou les protocoles de communication mais j'en liste quelques-uns, là. CANopen, Modbus, DeviceNet, USB, RS-232, RS-485, Ethernet, UART, SPI, ça c'est là, on tombe sur les cartes électroniques, là, on n'est plus dans des communications filaires, mais si on tombe dans des communications plus locales, ben là, SPI, I2, c'est UART, c'est ça. Le UART et le RS-232 sont souvent très, très connectés parce qu'on va utiliser souvent le UART pour faire du RS-232. La différence entre les deux, c'est que le UART va être 0,5 volts ou même 3,3 volts, alors que le RS-232, il y a du différentiel qui va faire, mais la façon de séquencer les signaux est la même. Donc, on va pouvoir utiliser un chip qui va adapter justement la tension. Je pense que c'est du plus 12, moins 12 en RS-232, ce qui permet de faire du différentiel, torsader les fils, puis envoyer ça sur un plus long fil. Donc, c'est immunisé un peu plus contre le bruit. Mais c'est le même... On peut faire dans le RS-232, on peut passer directement à UART. Donc voilà, ça c'est d'autres bus de communication plus standards. Ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que peu importe le bus que je vais utiliser, vous avez remarqué que dans chacun des bus, il y a au moins 3 sections de signaux différents. Donc j'ai du contrôle, adresse et données. Je dois toujours dire c'est quoi je veux faire quand j'envoie une donnée ou quand je reçois une donnée. Je veux-tu lire ou écrire une donnée ou envoyer une config? Donc, les bits de contrôle servent à faire la synchronisation des signaux. OK? Les bits de contrôle, c'est ça qui va te permettre, par exemple, de dire « envoie ta donnée ». Schlau, une impulsion. Je veux le faire en écriture. Je veux faire une écriture de 4 données en rafale. Je veux faire une écriture où je suis en attente. Je dis, I'm busy. Je suis en attente de quelque chose ou je suis en train de faire quelque chose. Bouge pas, envoie-moi pas de données ou fais rien. OK? Donc ça, c'est la partie contrôle sert à contrôler le flux des données, le transfert des données. Les deux autres, ben c'est les plus standards, c'est ce qui est toujours là, puis toujours pareil. Les adresses, le nombre de bits d'adresse va dépendre de combien de plages de données qu'on veut. Puis la donnée elle-même, ça peut être une donnée de 8 bits, donc je vais avoir 8 bits ici en parallèle, si c'est un bus de données parallèle. Si on a un bus série, ben là, tout passe en série bit par bit. Okay? Donc à ce moment-là, il va y avoir une commande, une adresse, puis une donnée. Okay? Tout va passer par le même fil séquencé dans le temps. Okay? Je reviens. Donc voilà. Donc tous les bus qui sont là, ce sont des bus qu'on va voir dans des systèmes automatisés. OK? Combien de temps? Ça fait 9. J'ai le temps. Description des systèmes automatisés industriels. Là, je vais rentrer plus dans les boîtiers. À quoi ça ressemble un automate? À quoi ça ressemble un système industriel? Il y a plusieurs modèles, tout dépendant des besoins. Voici des modèles compacts. Il y en a des modulaires, il y en a des non modulaires. Ça, c'est des compacts pas modulaires tant que ça. Tu sais, regarde, j'ai même mis le MyRio et le Single Board Rio. Ça, c'est tout simplement le MyRio, là. C'est quand même assez solide. Là. Vous venez de l'entendre, j'ai tapé dessus. C'est un plastique assez rigide, je pourrais l'échapper. C'est fait pour être mis sur un petit robot puis échapper à terre. Il cassera pas. En tout cas, il va être
pas mal fait tough. Si vous le brisez, là, vous êtes pas mal, vous n'avez pas fait attention, c'est clair. C'est pas toujours le cas des automates, mais ils sont quand même encapsulés dans des boîtiers pour que ça soit facile à brancher, débrancher des trucs. Okay? C'est ça l'idée. Il y a toujours des borniers. Puis regardez, non seulement il y a un bornier, mais en plus le bornier, je peux le brancher puis le débrancher. Donc c'est fait pour que s'il y a quelque chose qui saute, je débranche, je remets un nouveau, puis je repars ça prend pas de temps. Okay? C'est ça l'idée. L'idée, c'est que ça soit facile à maintenir. C'est ce qu'on appelle maintenir un système, c'est l'entretenir, OK? Il existe aussi des automates qui sont plus modulaires. On a des fentes d'expansion. On peut changer le type de module, puis il y a une autodétection qui se fait. On a ici les M258. Ça, c'est ce qu'on a dans le département. On en a quelques-uns. Je vous montrerai dans le lab, là, si c'est pas fait, à quoi ça ressemble. Puis je vais vous montrer qu'on peut facilement enlever des modules puis en rajouter. C'est fait pour que ça soit facile à développer. Vous n'avez pas à faire la communication, la détection, ça se fait tout dans le système d'exploitation et c'est automatique, c'est fait pour ça, pour que ça soit rapide. Il y en a des plus complets, plus gros encore. Il y a le Allen Bradley, là, c'est des gros modules, là, ça a à peu près 15 cm de haut, ça là, même 20 cm de haut quasiment. C'est des gros systèmes et on change les modules, c'est vraiment des fentes qu'on peut changer. Il y a le CPM1A, là, ça c'est un vieux home run qu'on a dans le département, qu'on avait, que moi j'ai fait mon cours, puis c'était déjà vieux à l'époque, là. Ça date des années 80. C'était le début des modulaires, donc c'était modulaire, mais en tout cas, bref. Donc, on peut rajouter, si je regarde ici là, par le M258, là, je peux rajouter des modules déportés. Donc, il y a un fil, puis je peux l'amener un peu plus loin, mais il est comme quand même intégré, puis c'est transparent pour le programmeur, ou presque transparent pour le programmeur. On a ici la même chose en National Instruments, le Compact Rio. Voyez-vous qu'il y a des fentes, et il y en a des plus gros que ça, il y en a jusqu'à 8. Et il y a les Flex Rio qui sont des modules qui sont mettables sur un comptoir avec des entrées. Vous voyez que c'est très solide, là. C'est tout en métal, cette affaire-là. C'est fait pour que ça soit bien protégé, autant contre le bruit que contre les chocs et tout ça. Puis il y en a même, là, j'ai pas mis ça, là, mais il y a des armoires, là. C'est des meubles sur roues avec des fentes, puis t'en mets du stock, là. Ça peut coûter plusieurs centaines de milliers de dollars. OK? J'ai vu des photos dans des systèmes des chaînes de montage, des bancs de test pour de l'automobile, des pièces automobiles surtout. C'est immense. Donc, c'est fait pour que ça soit branché, modulaire. On développera pas ça sur Arduino. OK? Donc, voilà. National Instruments s'insère peu à peu depuis quelques années dans le monde industriel et sort des laboratoires. Donc, depuis, je dirais, plus de 10 ans, là, c'est peut-être... Non, depuis une vingtaine d'années, presque une vingtaine d'années, ils sont rentrés dans le monde industriel. La famille Compact Rio possède un châssis permettant de configurer facilement des modules d'entrée et de sortie. Ce genre d'architecture mécanique possède une capacité d'adaptation et une robustesse qui fait directement la compétition avec les API. Donc ça, c'est autonome. Tu pars ça, il y a un processeur dessus, ça roule tout seul, comme le MyRio. Vous connaissez aussi les DAC-MX. Les DAC-MX, il existe des DAC-MX qui sont sur cette forme-là, mais par contre, le processeur, la partie commande n'est pas à l'intérieur. Elle est dans un ordinateur. Donc, ça prend un ordinateur branché dessus. Il y a moyen de les brancher en réseau, par contre, ce qui fait en sorte que tu contrôles tout à partir du réseau. Quand c'est des choses qui sont... En fait, le DAC-MX déporté comme ça peut prendre certaines tâches quand même localement, donc dans les cartes, et il va envoyer les données.
puis le système va prendre des décisions, mais la prise de décision va être beaucoup plus lente. Je fais l'exemple de ce qu'on a fait chez Novica. Nous, on avait fait un système, un banc de test pour des foyers au bois. Puis il y avait plein de capteurs. Et écoute, c'est la plus grosse machine que j'ai faite dans ma vie. Il y avait en fait une machine à état. Il y avait plusieurs machines à état. On contrôlait les moteurs d'ouverture des portes du poêle. Puis on mesurait la température, on mesurait le taux de CO2 de sortie, d'entrée, le débit des gaz, ainsi de suite. On avait une caméra de branchée là-dessus pour voir s'il y avait des flammes. On essayait de décider, on avait une machine de prise de décision en fonction pour asservir l'ouverture des valves. Ben, ça se faisait assez rapidement, mais pas tant. Fait que comme ça se faisait pas, c'était pas au milliseconde, c'était au demi-seconde la prise de décision. Puis même, on aurait pu être aux secondes, puis aux 5 secondes, ça aurait été correct. Fait qu'on pouvait utiliser un DAC MX déporté qui passait par le réseau, et c'était correct. Puis surtout que c'était un banc de test, fait qu'on avait besoin de modifier souvent du code, fait qu'on était avec l'ordinateur tout le temps. Donc, on n'avait pas besoin d'être avec un système qui roule sur une machine qui a pas qu'on ne veut surtout pas d'avoir d'ordi. Tu sais, une machine qui fait de la poussière, ça, tu veux pas avoir d'ordi. Là. Fait que, et surtout, si c'est rapide, il faut que le processeur soit proche pour pas avoir de délai dans le calcul. Ouais, ok. Les modules de NI sont typiquement utilisés dans les bancs de test, en production dans le domaine de l'électronique, de l'automobile, de la vision. La vision, ils sont très forts là-dedans. Traitement du signal industriel. Si vous avez du traitement de signal complexe, rapide à faire, c'est pas mal les tops. Les processeurs dans les automates, là, c'est pas tant puissant, peut-être qu'il y en a, là, mais tandis que les Compact Rio, là, c'est puissant pas mal. OK. Les capteurs industriels. Les capteurs industriels, les capteurs de base, c'est souvent des capteurs on-off, donc qui vont donner une réponse, je suis actif ou pas. Je vais passer rapidement parce que vous avez déjà vu ça. En fait, non, je vais faire plus que ça. Je vais vous laisser le lire parce que moi, je rentrais pas là-dedans. C'est pas le mandat de mon cours de rentrer dans les capteurs. C'est le cours de capteurs. Ça, c'est des capteurs simples. Il y a des capteurs de pression, des capteurs. Lisez ça, c'est quand même intéressant. Moi, je ne rentrais pas là-dedans. Il y a les actionnaires ici. Je parle du relais. Je parle des valves. À la limite, je pourrais toujours en revenir si on en a des besoins, mais je rentrerai pas dans les détails. J'ai montré comment on dessine des valves, comment on modélise schématiquement des valves et des capteurs de position pneumatiques. Donc, vous pouvez toujours regarder ça. Les vérins à simple effet, à double effet. Je vais peut-être en revenir là-dessus quand on va faire le lab, mais je rentrerai pas là-dedans. Le câblage industriel, regardez, c'est propre, c'est comme ça que ça se fait. Ça prend du temps à faire ça, mais ça vaut la peine de prendre ce temps-là si vous le faites pas, si on vous demande de faire du câblage, faut pas que ça ressemble à ça. Non. Tu ne fais pas ça. Je ferais même pas ça. Vous ne devez même pas faire ça en prototypage. En prototypage, vous faites ça. En proto. Pas parce que, ça va faire plus vite, je veux voir juste si ça marche. Non, 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 non. Tu vas être obligé de le refaire. Fais-le tout de suite, comme ça, puis check si ça marche une fois qu'il est fait comme ça. Puis si ça marche pas, tu le débugs, mais là, c'est facile à débugger, jusqu'à temps que ça marche. Ça va marcher. Tu sais pas quand, mais ça va marcher. Puis juste que ça va marcher, tu veux pas revenir en arrière à partir d'une patente de même. Ça va te prendre plus de temps, tout recommence. Non. Tu fais ton proto, comme ça, ou comme ça. Propre. Ça, en passant, là, je suis pas sûr. Je me demande si c'est pas la photo de la CNC dans
dans le laboratoire dans l'atelier. Pas sûr, mais en tout cas. Donc, remarquez que pour faire un câblage de qualité, chaque fil ou câble est identifié à chaque extrémité. Tu cherches si vous regardez comme il faut l'image qui est là, chaque extrémité du fil est sur le fil, c'est documenté. Quel est son nom? Il y a un numéro sur chaque fil, puis c'est à chaque extrémité qu'on le voit. Il y en a même des fois qui vont le mettre imprimé sur le fil. Il y en a qui ont des machines pour faire ça, là. Mais habituellement, c'est documenté. Si vous regardez ici, on voit des petits tags sur chaque portion du fil pour voir où est-ce que ça passe. Puis vous devez avoir un dessin du circuit qui est adapté à ça avec le nom du fil pour pas avoir à chercher. Il faut que ça soit documenté parce que quand tu décodes, là, c'est le bordel. Dans le cas des outils de Schneider Electric, 6 langages sont... Ah oui, ok. Combien de temps, là? Ça fait 20 minutes. Ok, je vais faire une autre vidéo pour les langages. Ça va être plus important. À tantôt.